Voilà. Je crois pas au karma, moi. Je crois à l'être créateur de son existence. Et du coup, pourquoi tout ça c'est intéressant, et où ça nous amène en fait? Parce que je suis dans cette petite cellule. J'oublie pas que je suis ma cellule quand même. Et j'oublie pas que j'ai des blessures. Et j'oublie pas que moi, ce que je veux, c'est devenir un être rayonnant. Mais sauf que là, j'ai une double membrane. Vous vous rappelez, bicouche phospholipidique. Voilà. Et bien, la membrane intérieure, moi je l'appelle ça le corps ombral, parce qu'elle porte l'ombre de ma blessure. Et c'est ça qui va porter en fait les blessures transgénérationnelles, les blessures karmiques. C'est ce corps ombral. Tant qu'on n'a pas fait ce boulot de cicatrisation, eh ben on ne peut pas être un être rayonnant. Et sur cette membrane-là vient s'inscrire quelque chose de très important. J'écris comme un médecin, excusez-moi. Il y a un truc très important, ce sont nos besoins. Cette couche intérieure, elle nous dit quels sont nos besoins. Et en fait, nous, on fonctionne souvent à travers nos peurs. On fonctionne avec notre mental, notre ego, qui se focalise sur nos peurs. Et on cloisonne nos peurs, on les isole, on veut les repousser, on veut les combattre. Mais on en oublie que, en fait, pour cicatriser ma blessure, la cicatrisation, il y a des infirmières, hein, voilà. La cicatrisation, c'est pas parce qu'on aura fait un joli pansement, c'est parce que mon corps aura compris que j'étais blessé et qu'il aura répondu à mes besoins en amenant à ma blessure les nutriments, les vitamines, les minéraux, qu'il aura construit les fibres nécessaires à la cicatrisation. C'est parce qu'il aura répondu à ses besoins de l'intérieur. Et je vais pouvoir, dans ce monde d'intérieur, si je suis vraiment connecté à mon âme et que je commence à répondre à mes besoins, je vais pouvoir enfin cicatriser. Si je suis sur mes peurs, si je suis focalisé sur mes peurs, si je reste manifesté dans le voile, je ne pourrai jamais répondre à mes besoins, je ne pourrai jamais cicatriser. Et ce qui va me permettre de cicatriser, c'est vraiment cette reconnexion à notre âme. Et le truc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ego, lui, il ne vit pas dans le présent. Voilà, j'en étais là. Il ne vit pas dans le présent. Donc vous savez que si vous êtes dans l'interprétation du passé, dans les projections du futur, si vous êtes dans la rancœur, si vous êtes dans la réaction par rapport à ce qu'a fait votre voisin, si vous êtes dans la jalousie, dans le doute, eh bien vous construirez un monde à l'image du voile, imprégné des forces du voile. Vous ne construirez pas un monde imprégné des forces de vie. Si par contre je suis dans un état de conscience de l'instant présent, si je suis pleinement centré sur moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Là, je rentre dans une autre conscience, je deviens présent, la présence à soi, c'est un truc primordial. Je deviens présent à moi-même, j'entends mes besoins et je vais commencer à y répondre puisque j'entends mes besoins. Et comme je vais commencer à y répondre, voilà, je vais créer un monde nouveau, un monde qui va me permettre de cicatriser mes blessures. Et puisque je vais cicatriser mes blessures, enfin, je vais pouvoir être un être rayonnant. Et vous savez, nous, dans notre société, on a été très imprégnés par les religions. Et les religions, elles parlent beaucoup d'être charitable. Vous savez, le truc, être attentif à la souffrance de notre voisin, attentif à notre voisin. Et souvent, ça, c'est au détriment, on est là, c'est au détriment de la reconnexion à soi, c'est au détriment de la présence à soi. On en oublie de répondre à ses besoins. Combien de personnes, le nombre de personnes qui disent, font attention, tout ce que j'ai fait pour mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, ma famille,
Et finalement, je m'en suis oublié. Et oui. Et le truc, le don de soi, vous savez, je pense que le vrai don de soi, il est là. C'est quand je deviens un être rayonnant, que je rayonne d'amour et de bienveillance, et bien là, je suis en train de donner vraiment de moi. Parce qu'il y a quelque chose qui sort de moi. Et ce quelque chose qui sort de moi, c'est cette lumière réelle. C'est cette lumière divine qui m'habite. Et là, quand l'autre, il est imprégné de cette lumière divine, et qu'est-ce qu'il se sent bien. Et je suis sûr que ça, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous vécu, hein, à un moment donné. Et des fois, je vois des gens, je prends souvent cet exemple-là, parce que j'avais été marqué par un patient, et je le voyais super souriant, et je lui dis, qu'est-ce qui vous est arrivé pour être dans cet état-là? Il me dit, rien. Il me dit, rien. Il me dit, quoi, rien? Il me dit, non, j'ai juste croisé un copain, on a bu un café, ça a duré 5 minutes, mais oh là là, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et il ne lui a rien donné, hein. Simplement par sa présence et par ce qui sortait de lui, il a enrichi la journée de mon patient d'une manière indescriptible. Et en même temps, quand il y a des gens, quelquefois, il y a des gens qui me disent « Heureusement que vous êtes venu me chercher parce que je tenais plus dans votre salle d'attente. » Quelquefois, et vous le savez, il y a des gens qui pompent notre énergie. Donc en fait, j'en arrive là, en vie dans ce monde du milieu, où il n'y a pas forcément de l'amour, mais il y a aussi l'amour. Et je suis un être imprégné par la lumière sacrée, par la lumière divine. Et je dois, en fait, aller chercher une information manquante dans ce monde manifesté, dans ce monde de la dualité, dans ce monde du voile, où en plus, du coup, ça me fait perdre un peu de temps, je vais devoir cicatriser des blessures que je rencontre tout au long de ma vie. Et bien pour ça, je vais simplement me dire, c'est bien joli, mais comment je fais? Parce que moi, mon but, n'oubliez pas, hein, c'est de moi en faire. Donc de dire à mon patient, ben maintenant, tu as tout ça, débrouille-toi, en gros. Tu as tout entre les mains. Et alors, souvent, j'avais la question qui arrivait derrière en me disant, eh oui, mais c'est bien sympa, mais comment je fais? Et ça, j'avais eu du mal à répondre à ça. Donc je me suis dit, il faut quand même que je lui donne un truc. Et la première chose, comment je fais, c'est rassurer mon ego. Quand je vois que je pars dans mon mental, quand je vois que je tourne en boucle toutes ces pensées, que j'arrive pas à m'en sortir, que je passe mon temps à ruminer, que j'arrive pas à m'endormir parce que j'ai sans arrêt des trucs de la journée qui se présentent, et que je me réveille la nuit et que je suis en train de penser à ce que je vais faire le lendemain matin. Et je suis là-dedans. Quand je suis inquiet parce que j'ai croisé le regard de l'autre, il était un peu sévère, et que moi je me dis, mais tiens, pourquoi il m'a regardé comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je suis dans mon mental. Et ben, j'apaise mon copilote. Je lui dis, calme-toi, détends-toi, tout va bien. Alors après, pour apaiser le mental, vous faites ce que vous voulez. Tout est juste. Vous avez des rosiers, allez tailler les rosiers. Vous avez des chevaux, allez faire un tour de cheval. Vous avez un chien, allez promener votre chien. Vous aimez faire de la méditation, faites de la méditation. La méditation, pour moi, l'ostéopathie devrait être juste une méditation. La méditation, ça permet d'apaiser le mental et tout doucement de revenir se poser dans notre âme. La méditation, si vous n'en avez jamais fait, je vous invite à en faire parce que c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Mais la méditation, ne faites pas la méditation. Vivez la méditation. Ne dites pas, j'ai fait ma petite demi-heure de méditation ce matin, je suis content. Non. Faites votre demi-heure, vivez votre demi-heure de méditation. Et cette demi-heure de méditation, elle vous habite toute la journée. C'est ça. Vous faites du yoga. Faites pas votre demi-heure de yoga. Vous faites votre demi-heure de yoga, mais votre yoga, il vous accompagne toute la journée. Vous faites votre tai chi, si vous passez 3 quarts d'heure de tai chi ou de qigong, ça vous accompagne toute la journée. Ne soyez pas dans le faire. Là, on est dans le faire. Là, on est dans l'être. Là, on est j'existe. Là, on est dans le je suis. Soyez la méditation. Devenez ce que vous faites. Vous me suivez?
Donc vous apaisez votre mental. Et après, deuxième chose, c'est l'instant présent. La conscience de l'instant présent. Alors il y a une méditation qui s'appelle conscience de l'instant présent. Et je me fais avoir, des fois, je me suis fait avoir. Et l'autre jour, ça va vous faire sourire. Un truc sympa pourtant, il m'est arrivé un truc sympa. Le matin, je prends ma douche, je pars dans mon mental. Je me projette dans le truc sympa qui m'est arrivé. Puis j'arrive à un moment, je me dis, oh Jean-Marc, mais je me suis savonné ou pas? Mais alors, mais déconnecté de l'instant présent. Et heureusement, c'est un truc sympa, hein, mais déconnecté de l'instant présent, plus présent à moi-même. Donc, ce que je dis, si plutôt que de partir toute la journée, dire oh là là, non mais il me raconte, qu'est-ce qu'il me raconte? Moi j'ai une super journée, j'ai plein de trucs à faire, comment je vais rester présent toute la journée à moi-même sans penser à tout ce que j'ai à faire? Faites-vous des petites séquences, des toutes petites séquences, la douche, le petit-déj, le trajet en voiture, ça c'est un truc, le trajet en voiture. Je raconte ça à une de mes patientes. 2 jours après, elle est en voiture, elle prend son portable, elle reçoit son texto, elle a un accident de voiture. Conscience de l'instant présent, présent à soi. La voiture, c'est un truc fabuleux. La plupart du temps, notre subconscient, il a appris à conduire, il se dépatouille. Notre subconscient, c'est une des parties du mental. Il est le copilote. Mais là, on conduit plus la voiture, c'est lui, on a confié le volant à notre subconscient, il sait faire. Et combien de fois, je suis sûr que ça vous est arrivé, hein. Ça vous est pas arrivé, je vous croirais pas. Combien de fois on a pris la voiture, on se dit, mince, je suis déjà arrivé là, ou je suis déjà passé par là, j'en ai même pas pris conscience. Il y en a un qui s'est jamais arrivé? Non, c'est arrivé à tout le monde, hein. Et bien ça veut dire qu'on s'est déconnecté de l'instant présent, et c'est super grave. Je conduis, c'est un truc super risqué de conduire, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dangereux de conduire. Et ben j'étais même plus présent dans ce que je faisais, même plus présent à moi-même, même plus présent dans mon cœur. J'ai dit à mon copilote, tiens, mets-toi un peu de travers et prends le volant. Et ben là on se met en péril, hein. Bon, je me perds. Donc faites des séquences, faites des petites séquences. Dites-vous bien, voilà, ben je prends 3 minutes pour me dire, je me pose, voilà, qu'est-ce que je vis et non pas qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je vis à ce moment-là? Qu'est-ce que ce moment-là a de riche et d'important pour moi? Qu'est-ce qui va faire que ce moment-là va me nourrir? Parce que c'est quand même, comme je suis dans cette incarnation, je me nourris de cette vie-là. On a vu toutes ces énergies autour de moi qui vont me permettre de me nourrir. Qu'est-ce que ce moment-là a de riche qui va me nourrir, qui va me restructurer, me régénérer? Après, la deuxième chose, je pense que l'on doit faire, c'est faire attention à sa parole. Et la parole, vous avez vu les travaux sur la mémoire de l'eau, les travaux d'Emoto, les travaux de Benveniste, de Montagnier, vous en avez entendu parler, je pense, hein? Vous savez, je ne suis pas fortiche pour dessiner les cristaux d'eau. Bon. En gros, voilà. Ils ont dit, je prends un tube à essai et je mets de l'eau et je le bombarde de pensées. De rien, hein, de pensées. Je l'imprègne de ma pensée. Et après, ils ont cherché à voir quel était l'effet de la pensée sur ce tube d'eau, sur cette eau. Et bien ils se sont rendus compte qu'une pensée positive ne structurait pas l'eau de la même manière. Qu'une pensée positive créait de magnifiques cristaux d'eau. En fait, ils ont pris cette eau, ils ont pris une goutte, ils ont mis ça dans une boîte de pétri, ça c'est Emoto qui a fait ça, et il l'a congelé à moins 25 degrés. Et après, il l'a sorti à moins 5 degrés, il l'a observé au microscope. Et le contraste de température a fait que la gouttelette d'eau
se cristalliser. Et il a observé les cristaux d'eau. Et quand il a regardé les cristaux d'eau qui étaient issus de pensées positives, c'était de magnifiques cristaux bien structurés, très beaux, un peu comme ces beaux cristaux de neige qu'on a en image, en mémoire. Et au contraire, quand il y avait des pensées négatives, les cristaux d'eau étaient complètement amorphes, déstructurés, désorganisés. Et ma cellule, ma petite cellule, elle est gorgée d'eau. Le milieu intracellulaire est gorgé d'eau. Le milieu extracellulaire est gorgé d'eau. 65% du corps pour un adulte. 80% dans notre cerveau. 80% pour un nourrisson. Personne âgée, un peu moins. On leur dit buvez, mais. Non, mais toi, tu bois beaucoup, qu'est-ce que tu sais, tout ça. Mais voilà. 65% de la structure de notre corps, c'est de l'eau. Vous imaginez ce que ça fait quand je bombarde ma structure avec des paroles négatives, avec du doute, de l'incertitude, de la colère, de la rancœur? Je déstructure ma propre structure. Une catastrophe, hein? Donc la première chose à faire, enfin la première, il n'y a pas d'ordre en fait. Une fois que j'ai apaisé mon mental, une fois que j'ai fait mes séquences pour prendre l'habitude de me poser dans l'instant présent, ben je suis attentif à ma parole et à ma pensée, parce que c'est pareil, une parole, une pensée, c'est la même chose, hein. La puissance de la pensée, ça crée des ondes de pensée, des formes de pensée qui modifient la structure. Donc je dois être attentif à ma parole. Attentif à ma parole. J'ai fait une expérience et ça m'a vous montrer la mémoire de l'eau. On a pris de verre, de l'eau normale, et de l'autre côté, j'ai vu une bûche avec des abeilles, avec des fleurs, pendant un certain temps. J'ai été d'un côté, ah bon? Donc en fait, il y a eu. Donc il a donné une pensée à 2 verres d'eau, enfin à un verre d'eau. Et donc on avait un verre témoin. Je sais pas si on entend. On entend mieux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc il y avait un verre témoin et un deuxième verre où il avait mis une pensée dessus. Donc bûche, abeilles, fleurs, gelée royale. Donc le résultat était que, en goûtant l'eau, on avait 2 goûts différents. Un goût, on va dire, neutre, donc c'était le verre témoin, et l'autre qui était, on va dire, un goût un peu plus sucré. Je dirais pas du miel, mais sucré. Voilà. Non. Mais c'est exactement ça. Mais au Japon, il y a le gouvernement a travaillé à un moment donné sur une arme chimique et ils ont fait une réunion secrète et ils ont invité donc les chercheurs, les biochimistes, bien sûr l'état-major et les politiciens. Et ils se sont dit, comme c'est une réunion secrète, on ferme la salle et ils ne voulaient surtout pas risquer d'être empoisonnés. Du coup, ils n'avaient pas le droit de manger. Personne n'avait le droit de rentrer, personne n'avait le droit d'amener quoi que ce soit au niveau de la nourriture. La seule chose qu'ils avaient, c'est des bouteilles d'eau sur la table. Et ils ont parlé une grande partie de la journée de cette arme chimique. Et au bout d'un moment, tous ces gens-là ont commencé à sortir, à être hospitalisés. Et on les a hospitalisés pour gastroentérite sévère. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ils se sont fait empoisonner par l'eau. Ils se sont fait empoisonner par l'eau qui avait été informée de toutes les projections de cette arme chimique. Vous voyez la puissance de la pensée. La puissance de la pensée est capable de déstructurer notre eau. Donc, première chose, faites attention à votre pensée, qu'elle soit... Et vous avez sûrement entendu parler de ce bouquin, Les 4 accords Toltec. Hein? La parole doit être impeccable, qui n'amène pas le mal ni à soi ni aux autres. Voilà. Et là, ça prend toute son importance. Là, vous comprenez pourquoi ça devient primordial. Parce que sinon, on se déstructure. Et du coup,
cette eau, elle prend toutes les informations, bonnes ou mauvaises. La dernière chose que moi je vous encourage à faire, c'est à boire. Et c'est à boire. Et en médecine, on dit buvez 1 litre, 1 litre et demi. Mais c'est faux. Buvez 2 litres, 2 litres et demi de flotte. Si vous voulez renouveler cette structure de votre corps avec une nouvelle information, porteuse d'une nouvelle information qui va être porteuse de l'information de votre nouvel état de conscience. Et je vous promets, l'asthme, vous savez l'asthme, c'est une maladie dont beaucoup de gens sont en train de souffrir. Et l'eau, une des voies d'élimination de l'eau, c'est la respiration. Et l'asthme, c'est un bronchospasme. Donc les bronchioles qui se spasment et qui empêchent, qui ferment la respiration. Pourquoi ? Parce que simplement, ce sont des gens qui sont déshydratés. Ce sont des gens déshydratés et le corps dit « Oh, mais je suis déshydraté et tu vas pas encore me faire perdre de l'eau. » Et vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut guérir avec l'eau. Des brûlures d'estomac, des ulcères d'estomac. Notre estomac fabrique de l'acide chlorhydrique, un pH hyperacide, pH égal à 1. Il y a aucune... il est là pour brûler toutes les morceaux de viande qui viennent, toutes les protéines, il est là pour les dégrader. Mais notre muqueuse intestinale, notre muqueuse d'estomac, elle est aussi faite de bouts de viande. Donc si elle entre en contact avec cet acide chlorhydrique, elle va se brûler. Et pourquoi elle ne se brûle pas ? Parce qu'il y a une couche de mucus entre la muqueuse et les sécrétions d'acide chlorhydrique. C'est une couche de bicarbonate. Et cette couche de bicarbonate, elle est faite de quoi ? Elle est faite d'eau. Dès qu'on est déshydraté, elle diminue, elle fait plus son effet tampon et on a des brûlures d'estomac. Si certains d'entre vous ont des brûlures d'estomac, je vous encourage à boire avant chaque repas et après chaque repas et vous verrez, ça va vous changer la vie. Donc en gros, c'est super simple, être son propre médecin. Faire attention à sa parole, faire attention à sa pensée, qu'elle soit bienveillante, qu'elle nous amène du bien, qu'on soit en conscience dans l'instant présent, qu'on réponde à nos besoins, qu'on ait pris contact avec ça. J'ai tenu compte de mes peurs, j'ai rassuré mon ego, mais c'est pas mes peurs qui vont me faire guérir, c'est parce que j'ai nourri mes besoins. Combien de fois, et vous savez, combien de fois dans la vie on dit je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Super. Qu'est-ce que je fais quand je suis là ? Je suis là-dedans, Je me fais des belles sorties de route. Et les gens ils disent, pourtant je sais ce que je veux plus. Et je continue à vivre les mêmes choses, à vivre les mêmes galères, j'ai l'impression que je tourne en rond. Et ouais, parce que tant que je matérialise ça dans ma vie, je suis dans cette pensée du voile, dans cette pensée du monde du milieu, et je vais matérialiser ma vie avec cette énergie du voile et du monde du milieu. Donc voilà, pour moi, la santé c'est quelque chose de super simple. Pas besoin d'aller très loin. Je fais attention à ma pensée. Je fais attention à l'eau que je bois. J'augmente la quantité d'eau. Je fais attention à être en conscience dans l'instant présent. Et du coup, je vais commencer à être en contact devant mon âme. Mon ego ne sera plus qu'un avatar, il sera juste un copilote. Et je vais piloter ma vie en contact avec les forces de vie, avec l'esprit de la vie, et quand on rentre en contact des forces de vie, on rentre en contact avec la synchronicité de la vie. Et la synchronicité de la vie, c'est les portes qui s'ouvrent. Et là, vous verrez, ça vous amène des trucs de ouf, quoi. Le mot ouf, j'aime bien. C'est des trucs de ouf. Ça veut dire que il m'arrive des choses, mais j'aurais même pas pu imaginer hier que ça allait m'arriver. Et c'est ça la synchronicité. Ça veut dire que les forces de vie, elles viennent habiter le monde que je suis en train de créer. Parce que je le crée en étant connecté en conscience avec elles. Voilà. Je crois que j'approche de la fin. Je vais vous montrer, je crois, 2 petites diapos. Vas-y, passe. Ah ouais. Ah oui.
j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un Marocain issu de tradition soufie. Et c'est exactement, dans leur tradition, c'est exactement les principes de la physique quantique. Ils partent d'un son qui s'appelle le hal, le souffle de vie, le chant de tous les possibles. Et ce son descend, il se transforme en haut. C'est un état non formel, informationnel, vibratoire et structurant. Ce n'est pas de la structure, ce n'est pas de la matière. Et le haut devient le mime qui est la forme actualisée. Et le mime devient le ra. Le ra, c'est l'espace d'alchimisation. C'est là où j'amène la lumière dans mes ondes d'ambre. C'est là où je vais guérir mes blessures. C'est la transcendance. Je vais transformer le lourd en léger. Je vais transformer l'ambre en lumière. Et après, il y a 300, le ritam et la lac, l'espace de vérité yin et l'espace de vérité yang. Et je vais réinformer tout ça au contact du souffle de vie. Là, je suis dans la forme manifestée, ici. Et ici, je suis dans une boucle de non manifestée. Je suis dans ce petit espace, dans cet espace de Planck, de non-matière. Et dans ce petit espace de non-matière, vous voyez que déjà, ils avaient déjà pensé à ça, qu'il y avait une sorte de désincarnation de la matière. Et même les Mayas, ils parlaient ça. Ils disaient qu'il y avait des phases d'incarnation et de désincarnation. Et que pendant la phase de désincarnation, on se réalignait en fonction des pôles de la Terre. Et bien les soufis, ils avaient déjà ça. Et quand vous faites une méditation avec ça, faites le haut, le hal, le haut, le mi, et vous tournez en boucle. Et vous méditez. Au, hal, au, mi, ra, tam, alak, hal, au, et vous tournez ça en boucle. Et bien je peux vous dire que votre méditation, elle va prendre une sacrée tournure. Parce qu'avec le son, c'est comme avec la forme. Vous vous connectez aux matrices informationnelles. Vous vous connectez à tout ce qu'il y a là derrière. Et la méditation, elle va faire un truc de ouf sur vos blessures. Vous allez les voir pendant la méditation, mais ça va faire des trucs, comme si la lumière pénétrait en vous et éclatait vos blessures. Et vous voyez que du coup, on n'a rien inventé, les physiciens quantiques, ils n'ont rien inventé, ils ont mis de la lumière sur quelque chose, une explication sur quelque chose qui existait déjà, que nos anciens, dans les traditions avancées, avaient déjà perçu avec leur sensibilité, avec leur spiritualité. Vas-y. Voilà. Ça, c'est un truc que j'aime bien aussi. Ça, c'est une trame. Et pourquoi je parle d'essence vibratoire ? Parce que vous avez compris, en fait, on est une vibration. On est une matière, mais dans sa dualité d'essence, de matière et de vibration. Et une vibration, c'est comme si j'étais une note sur une trame. Et si je suis à ma place, je suis sur une trame équilibrée et j'équilibre la trame. Si je suis dans une matière condensée, inerte, je vais déformer la trame. Je vais déstructurer la trame de l'univers dans lequel je vis. Et j'emmène avec moi tout ce qu'il y a dans mon entourage. Mais en même temps, quand je vais recommencer à me restructurer, à reprendre ma vibration équilibrée, je vais en même temps favoriser l'équilibre de toute la trame. Et c'est là que quelquefois, quand on se dit, tiens, il y a des thérapeutes qui disent, mais c'est pas votre enfant qu'il faut soigner, c'est vous. Souvent, ils se parlent à la maman. C'est vous, madame. Parce que on a déstructuré la trame et on a amené notre enfant dedans. Et que en prenant soin de nous, on restructure la trame et notre enfant, il s'élève à nouveau. Voilà. Dernière. Et voilà un peu qui nous sommes. On est né sur cette terre, on a un chemin de vie et on doit être en équilibre constant dans notre verticalité en tenant compte de ce qu'il y a au-dessus de nous et ce qu'il y a sous nos pieds et ce qu'il y a sur les côtés. Voilà. Le dernier petit schéma, j'adore les schémas. Pour reprendre cette photo là.
souvent, je dis, on est un peu cet équilibriste, comme cet enfant. J'ai un peu raté les bras. Et je suis sur un fil. Je marche sur un fil. C'est super difficile de faire des schémas. Et sur ce fil-là, eh ben, vous savez, on a souvent, on appelle ça un balancier, pour trouver notre équilibre. Et d'un côté de ce balancier, on a ce monde de la matière, ce monde incarné dans lequel on vit. Et de l'autre côté, on a ce monde non manifesté, ce côté sacré. Eh bien, ce balancier me sert à équilibrer ces deux côtés. Si j'alourdis trop mon rapport avec la matière, je vais me déséquilibrer, et je vais perdre mon équilibre, et je vais perdre ma verticalité, et je vais me casser la figure. Ce sont des gens qui ont un regard qui avec beaucoup de déni sur la spiritualité. Si au contraire, je déséquilibre trop ma spiritualité, et que du coup je regarde le monde de la matière avec mépris, je déséquilibre mon incarnation aussi. Et vous verrez qu'il y a une multitude de gens qui pensent avoir acquis une certaine spiritualité et qui regardent ce monde de la matière un peu d'en haut en disant mais ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Mais si je suis là, et si je suis là, c'est pour une seule raison, pour aller chercher une information qui me manque dans ce monde-là. Donc je dois équilibrer ma spiritualité et mon rapport avec mon monde manifesté. Et en fait, cette conscience de reliance, elle passe pas au bon endroit, hein. Elle passe par un endroit, et vous l'avez trouvé, le cœur. Cette conscience de reliance, elle passe par le cœur. Et le cœur, on dit que c'est le premier organe à avoir compris pourquoi et refuser la résistance. C'est le premier organe qui dit non, il faut refuser de résister et prendre la lumière. Et vous verrez que tous les gens qui ont des pathologies de cœur, souvent, c'est parce qu'ils ont un problème avec cette résistance par rapport à la lumière. Donc voilà, soyez dans votre cœur avec tout ce qu'on a dit. Équilibrez votre rapport dans le monde de la matière et votre rapport avec le sacré qui est en vous, et vous verrez, la vie va devenir complètement différente. Vous allez restructurer, créer votre vie, créer votre harmonie, et vous n'irez plus voir de médecin. Vous serez en santé. Super. Et voilà, et là, quand je serai là, moi je serai content parce que je serai un médecin feignant. Voilà. Et ben, voilà, merci de votre attention. J'espère que voilà, j'étais pas trop complexe. La dernière fois, j'ai des copains ostéo, quand j'ai fait ça, ils m'ont dit mais peut-être t'en dis un peu trop. Alors je me suis dit je vais en enlever, et puis je crois que j'en ai rajouté. Je crois que j'en ai un peu rajouté parce que je me dis mais non, je vais pas en enlever, je vais leur donner. Voilà. C'est parce que voilà, c'est ma passion, c'est comme ça que je vois le monde, et je pense qu'on doit le partager. Si vous voulez qu'on échange un peu sur mon chemin et la petite cellule que je suis, je suis clair. Voilà, passe le micro. Si vous voulez partager vos expériences, hein, c'est sympa aussi de partager. Si vous n'avez rien à dire, si tout est clair et lumineux, tant mieux. Non, on va les boire. On va les boire. Ah oui. Je résume. Copier sur c'est moi qui l'ai. Moi, je veux bien intervenir parce que Jean-Marc a parlé donc de voyage chamanique et d'une différence de point de vue. Donc moi, je suis psychologue, j'ai un cabinet de psychologie positive, donc tout ce qui vient de dire Jean-Marc, je suis dedans, on va dire en permanence, d'un point de vue de psychologue, où effectivement la parole est positive,
c'est ce qui va créer le réel, la réalité de la personne. Pour ma part, j'ai aussi, on va dire, un chemin chamanique et depuis toute petite, en fait, j'étais inspirée par le monde chamanique. Tout à l'heure, tu parlais donc de voyage chamanique et de danger. Oui, mais je dirais comme les dangers d'autres techniques ou les dangers médicaux aussi. Après, c'est le discernement, en fait, qui est important. Et comme tu terminais par le cœur, je pense que c'est ça qui est important, c'est que autant comme l'on va choisir un médecin, comme l'on va choisir un psychologue, ou comme on va choisir une méthode de développement personnel, c'est important d'aller et d'essayer de rencontrer, de rencontrer d'abord des personnes, d'essayer des techniques, et si effectivement vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, et vous vous sentez en confiance, dans ce cas-là, c'est la personne et la technique qui vous convient. Pour moi, il n'y a pas vraiment une technique. Je dirais que lorsque les personnes souhaitent aller bien, que ce soit les faire de la poterie, comme tu disais, du tai chi ou de la méditation ou autre chose, je pense que pour chaque personne, par contre, ce qui est important, c'est de trouver ce qui va la ramener, comme tu dis, pour reprendre tes termes, à son soi ou à son âme, et qu'il n'y a pas un chemin qui serait bon pour tout le monde, mais c'est là aussi à chacun à créer en fait son chemin. C'est un chemin personnel. Oui. Bravo. Merci, Marielle. Moi, je voulais simplement apporter un petit témoignage. Oui, je voulais apporter un petit témoignage parce qu'à l'issue de la conférence qui a été faite au forum, j'ai tellement été touchée et émue par ce qui était dit que dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous. Bon, le rendez-vous, il a été dans les 2-3 jours qui ont suivi, et ce qui a été extraordinaire, c'est que dans les jours qui ont suivi, et même encore après, je me trouvais sans pensée. Je cherchais des pensées, j'avais pas de pensée. Enfin, c'est comme s'il y avait une sorte de... Enfin, c'était bizarre, quelque chose comme de l'ordre du vide. J'avais pas de pensée. Il fallait que je cherche des pensées pour penser. Enfin, c'était quand même très particulier. Hein. Mais c'était agréable quand même. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui continue. Alors évidemment, après les pensées sont revenues, mais moins fortes, bien moins fortes. Pour moi, c'est augmenter la présence à soi. Hein. C'est plutôt beau. Hein. C'est augmenter la présence à soi, en son cœur. On est dans un ressenti intérieur. On est vraiment connecté, ma cellule, à son âme. Et on n'est plus dans l'agitation du mental. C'est plutôt, ouais, pour moi, c'est des beaux moments. Ça. Moi, je voulais te poser une question par rapport à ce que tu parlais de l'information manquante. Et cette information manquante, elle est commune à tout le monde, elle est commune à tous. C'est la même? Comment... Non, je pense que elle est commune. Elle est commune. Dans le sens où au tout début, il y avait rien. Enfin, il y avait tout et rien. Dans le même sens que, si tu veux, dans le dernier voyage que j'ai fait, on disait d'où vient notre âme. On demandait d'où vient notre âme. Et on avait tous des visions différentes. Mais en gros, d'où vient notre âme, c'est toujours du même endroit. Donc, cette information manquante, à la source, elle sera toujours la même. Voilà. Mais elle va pouvoir être déclinée de manière fractale. La santé, c'est quelque chose de fractal. Et pour nous, elle va se manifester de manière différente. Mais si ça dépend, si tu veux, sur quel niveau de conscience on va aller la chercher. À la source, c'est la même. Voilà. C'est comme quand on dit d'où vient notre âme, elle vient de la même source. Mais si je regarde, c'est comme si je dis tiens, mais Jean-Marc, d'où tu viens? Et ben je dis je viens de la porte d'entrée. Je dis je viens de la voiture qui est là en bas.
où je peux dire, je viens de mon cabinet ou je viens de la maison à Bilieu, tu vois. On va avoir des réponses qui seront en fonction de ce que l'on peut vivre en fonction de notre état de conscience. Mais en gros, si on remonte, on va bien se retrouver au tout début et on aura la même source et on aura la même résistance, la même information. Sauf qu'après, ça va se décliner de manière différents plans et après, pour aller plus loin, les chamans vont peut-être même dire que on pourrait aussi avoir des âmes qui viennent de multiples univers. Tu vois? Donc on est encore. Non. Après, donc pour moi, je me réfère à la source, et si on se réfère à la source, on a une information manquante qui est commune. Mais aujourd'hui, elle va nous être présentée de manière différente. Moi, je voulais juste te demander quand tu as dit la résistance à la lumière, quand tu as dit la phrase la résistance à la lumière, et je me suis sentie touchée, ouais, par ce que tu as dit là. Ouais. Ouais. À la lumière réelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, qu'il y a des Résistance à la résistances. lumière réelle. Merci. Et il y a la place de mystère de la vie. Longue chemin. Je me demande où il y a le mystère de la vie. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Le mystère de la vie. Oui. Il y a où la place Ah, dans votre discours? il est. Parce que là, la première diapo, la deuxième là. Non, celle-là. Attends, là j'arrive. Tac, tac. Voilà. Il est là. Et là-haut, nous on remonte jusqu'ici. On a compris la vie, les physiciens ont remonté le temps et l'espace jusqu'ici. Là et là-haut, ils n'y vont pas. non, parce que vous parlez qu'il faut qu'on dirige notre vie. C'est ça que je veux dire. Quelque part. Vous comprenez? Avec nos lumières. On va mener notre vie. Alors, On se comprend? Non, on se j'ai comprend du pas. mal à comprendre. Parce qu'on... Le mystère de la vie avec un grand Oui, parce V, que est-ce en qu'on peut général, tout... il est là-bas. Notre vie, elle est déjà manifestée. Oui, pas notre vie, mais tout entière là, autour de nous. Ah bah, Ouais. nous on est là. Hein. Ouais. Là-haut, je pense que quand on sera là et quand on aura fini ce qu'on a à faire ici, peut-être qu'on pourra comprendre. Mais pour l'instant, on sait qu'on aura un peu de chemin. Les gens qui font une NDE, ils sont où? À peu près, quoi. Dans quel espace? Je pense que ils rentrent dans ce canal-là. Voilà. Ils ne sont pas là. Mais en fait, ils sont dans la canalisation. On dit tout principe de vie à trois phases. Une phase de contraction, une phase de canalisation et une phase d'expansion. Un peu comme une naissance. On a une contraction du fœtus dans le bassin, il y a une canalisation et une expansion. Et c'est ce que fait l'univers. C'est tout processus, tout principe créateur, tout processus créateur. Et dans la NDE, je pense qu'on remonte dans la zone de canalisation. Mais du coup, on va pas jusqu'au bout. On est dans le canal et
Les soufis, ils appellent ça le sal, le kaf et le noun. On est dans le kaf, tu vois. On est dans la canalisation quand même. Mais du coup, on refait l'expérience de. Vu la perfection de l'univers, est-ce que par hasard le refus de la lumière n'est pas d'essayer d'avoir la connaissance du bien et du mal, qui nous fait bifurquer du jardin? Cette question. On verra ça à la toute, ça revient. Oui, c'est pour ça hein, que je vous dis que tout est déjà écrit. Hein. Bien sûr, hein, ça, bien sûr. Parce que le monde est parfait. Oui. Nous sommes parfaits. Dieu nous a donné une perfection totale. Et je pense que c'est, vous pensez en essayant de faire une imitation de qui est le Créateur, qu'on bifurque vers le mal. Voilà. Pour moi, je suis dans ce petit schéma, ça me va bien, et surtout, ça me permet de bien comprendre qui je suis ici, quoi. Parce qu'après, je suis un peu dans des croyances, des extrapolations. Mais c'est exactement ça, oui, vous avez raison. Oui, non, mais c'est pas forcément biblique, mais oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, mais excusez-moi, quand vous faites du chamanisme, c'est bien relié à des croyances, après on arrive à faire une sorte de. qui sont ouais. apparentes à des religions aussi, quoi. Alors, après. Arriver à cette source. Après, je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle les niveaux de conscience. Et un niveau de conscience, c'est un truc... en fait, c'est super simple à comprendre, un niveau de conscience. Ça paraît des fois très élaboré, où on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et un niveau de conscience, c'est... Vous voyez cette table, c'est un espace en 2 dimensions, c'est un plan. C'est comme si j'avais un niveau de conscience de tout ce qui était manifesté sur ce plan. Le stylo, j'ai conscience, du coup... du stylo. Mais si le stylo est ici, avec mes niveaux de conscience en 2 dimensions, je ne le vois pas. Si je rajoute un axe supplémentaire, une 3e dimension, je vais prendre conscience enfin du stylo. Voilà. Si je rajoute encore d'autres dimensions, je vais prendre conscience de ce qui se manifeste dans les autres dimensions. C'est que ça. Je développe des niveaux de perception, des états de conscience modifiés par rapport à la conscience du mental. C'est que ça. Hein. Et quand on est dans notre mental, je vais vous dire, on est déjà dans un niveau de conscience modifié. Et c'est ce qu'on utilise, nous, quand on fait de l'hypnose ou des thérapies, des trans hypnotiques. Ça veut dire qu'on met les gens, on les déconnecte de l'instant présent. Et quand on est dans le mental, on est déconnecté de l'instant présent. Ça veut dire qu'on est déjà dans un niveau de conscience modifié. Si on est dans un niveau de conscience modifié, c'est ce que nous on cherche à faire en hypnose, ça veut dire qu'on peut, dans ce niveau de conscience-là, faire rentrer des informations qui vont permettre d'équilibrer la personne. Mais si on est trop dans notre mental, on est du coup aussi ouvert à toutes les informations qui peuvent venir du voile, du monde de la dualité. Un niveau de conscience... Et les voyages chamaniques, pour moi, c'est que ça. C'est quand on voit les choses, on les voit plus avec nos sens. On est déconnecté du voile. C'est difficile à décrire parce que avec des mots parce que c'est indescriptible avec les sens habituels. C'est pas une croyance, c'est un vécu de quelque chose. Donc cette source, vous l'expérimentez parce que si la physique n'est pas arrivée jusque-là, ça veut dire que c'est une croyance, sauf qu'on peut l'expérimenter. Oui, bien sûr. Mais pourquoi les grandes traditions, elles arrivent au même point qu'aujourd'hui la physique quantique? Parce qu'ils sont allés vivre ces niveaux de conscience modifiés. Ils se sont connectés à ces autres dimensions et ils ont eu les perceptions. Bien sûr, c'est une croyance, puisque tout est croyance. Mais je pense que c'est au-delà de la croyance, c'est un vécu de quelque chose. J'aime pas le mot, moi j'aime pas le mot expérience. Mais c'est un vécu. Voilà.
Le mot expérience me ramène trop au mot expérimentation, et du coup, je suis pas en train d'expérimenter ma vie, quoi. Je suis en train de la vivre. Et je sais que beaucoup, on a tendance à dire, voilà, c'est une expérience. Je veux bien que tout ce qui nous a forgé, qui fait qu'on a cette conscience-là, est notre expérience, mais c'est un mot que j'aime pas bien. C'est un vécu de quelque chose. Et puisque je l'ai vécu, et puisque j'ai confiance en moi, puisque je suis connecté dans mon cœur, j'ai pas de doute. Le doute, ça me ramène au voile, au mental. Puisque j'ai confiance en moi, et puisque je le vis, et ben c'est, voilà. Et avec mon ami Pierre, il y a un mot qu'il aime particulièrement, c'est une évidence. Voilà, c'est comme ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Donc, oui, peut-être que globalement c'est une croyance, mais je pense que c'est une évidence. C'est dans le vécu, ça rentre en nous, dans d'autres dimensions que notre corps. Je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à votre question. En fait, tout le monde vit des états modifiés de conscience. Ça, c'est pas quelque chose de, je dirais, de surnaturel ou de particulier. Le premier état modifié de conscience que chaque personne vit chaque jour, c'est le rêve la nuit. Voilà. Et en fait, toutes les dispositions ensuite dont on se sert lorsqu'on va faire de la méditation, de la visualisation, de l'hypnose, du rêve éveillé, c'est nos capacités de rêver, tout simplement. Donc en fait, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde rêve. En tous les cas, on le sait si on met des électrodes, que l'on s'en souvienne ou pas. Tout le monde rêve, parce que sinon, au bout de 3 jours, on devient fou. C'est pas possible, en fait, que notre cerveau ne rêve pas, parce que beaucoup de fonctions, en fait, sont liées au rêve. Et c'est très important. Donc en fait, un des premiers états modifiés de conscience que chaque personne vit, c'est le rêve la nuit. Voilà. Moi, je trouve que ça ramène ça à quelque chose de beaucoup plus simple, en fait, et de quotidien, qui fait que chaque personne, justement, pour moi, est capable de vivre ces choses-là de manière naturelle, simple. Mais du coup, ça peut aussi, le sommeil, hein, ça peut aussi nous réconcilier avec ceux qui ont des religions, c'est pas incompatible non plus, faut pas non plus. Non, pas du tout. Mais justement, c'est pour ça que je dis, ne mettez pas de religion, parce qu'il ne faut pas cloisonner les choses, il faut laisser les choses ouvertes, mais on peut après les ouvrir avec... C'est aussi ce que je dis, appropriez-vous ce discours-là avec vos mots à vous, avec votre référence à vous, avec ce qui vous parle. Faites-en quelque chose qui va vous servir dans votre vie. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur tout l'habillage verbal, ça c'est pas grave. Mais ce que je voudrais, c'est que vous ayez conscience du fond, et que dans le fond, on peut être son propre médecin, et on peut faire beaucoup de choses pour ça. Pour moi, l'essentiel, c'est ça. C'est dans cette vie-là, je peux vraiment prendre soin de moi. Bon. Et ben, vraiment du fond du cœur, merci. Il faudrait que tu viennes par là quand il y a... J'ai raté le début, je suis désolée, peut-être que tu en as déjà parlé. Est-ce que tu peux nous présenter les formations que tu fais? Est-ce que c'est le moment? Mais il a déjà dit. Oui, alors du coup, si ça intéresse les gens, l'année dernière, j'ai eu envie en fait de transmettre un petit peu toutes les techniques ostéopathiques, toutes les techniques avec lesquelles je travaille. Et on a monté avec un ami une école qui forme des thérapeutes autour de cette vision du rêve. Voilà. Donc, si jamais ça intéresse des gens de devenir thérapeute avec des outils qui s'organisent autour de ça, on a un centre de formation. Enfin, on a un groupe de formation. On a un petit groupe. Je sais pas, en fait, je sais pas. Je sais pas parce que c'est comme, je te dis, un état méditatif, et quand on est en méditation, souvent après, on sait même plus ce qui s'est passé. Je sais pas.
comment ça se passe. Et non, mais c'est pas que je veux pas répondre. Hein. Je peux te dire que je peux faire des tests de kinésiologie pour cibler le problème, que je vais écouter les os du crâne et puis aller faire une correction. Mais c'est pas ça le. Voilà, tu vois, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment l'état d'être dans lequel se trouve le thérapeute. C'est ça, pour moi, je dis, les ostéopathes, je suis sûr qu'on ne travaille pas de la même manière, mais elle est d'accord sur le fond. Hein. Ouais. C'est l'état d'être qui fait, c'est parce qu'on se met au début de la séance dans une sorte d'état méditatif, et c'est cet état-là, cet état vibrationnel qui va rentrer en synchronisation avec le patient et qui va faire qu'à travers nous, il se manifeste des choses qui ne sont plus dans notre faire, qui ne sont plus liées à l'ego. Ah, non, ouais. C'est le magnétisme pour moi, c'est comme l'énergie, c'est les forces électromagnétiques, tu vois, c'est lié à, ça existe, hein, mais c'est lié à quelque chose de très terrestre. Mais c'est super le magnétisme. Bon bah, bisous, hein, merci beaucoup encore. Hein. Merci.